Le milliardaire le plus puissant de la ville était à genoux sur le sol, implorant pour sa propre vie. Thomas Richardson, l'homme qui contrôlait les gratte-ciel et décidait du destin de milliers de personnes, tremblait désormais comme un enfant effrayé devant 3 criminels dans une ruelle crasseuse de la périphérie. « S'il vous plaît, j'ai une famille. » Sa voix était brisée, tandis que le sang coulait de son front ouvert. La mallette en cuir qu'il portait toujours gisait en morceaux sur le sol humide, avec des contrats valant des millions piétinés comme de simples déchets. Le chef du groupe, un homme grand au visage marqué de cicatrices, rit avec mépris. « Une famille? Tu as détruit la nôtre quand tu as fermé l'usine. Tu te souviens? 300 familles à la rue du jour au lendemain. » Il leva une barre de fer rouillée au-dessus de sa tête. L'heure est venue de la vengeance. Thomas ferma les yeux, se préparant au coup final. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une petite balle en caoutchouc rouge traversa l'air avec une précision impossible, frappant le poignet de l'agresseur avec une telle force que la barre de fer s'envola, heurtant le mur de briques dans un fracas métallique. « Et laissez-le tout de suite !» Une voix enfantine, mais étonnamment ferme, résonna dans la ruelle. Les 3 hommes se retournèrent, incrédules. Au bout de la ruelle étroite, éclairée par la faible lueur d'un lampadaire cassé, se tenait une fillette noire d'environ 6 ans. Ses cheveux étaient attachés en tresses simples, ses vêtements rapiécés mais propres, et dans ses petites mains elle tenait un sac de tissu rempli de balles colorées. Une gamine. Le deuxième criminel, gros et en sueur, éclata de rire. « Dégage d'ici, petite, avant que tu ne te fasses mal. » Mais la fillette ne bougea pas. Ses yeux sombres brillaient d'une détermination qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. « J'ai dit de le lâcher. Vous avez 5 secondes. » 5 secondes ou quoi? Le troisième homme, maigre comme un bâton, avança vers elle. « Tu vas pleurer pour ta maman. » C'est alors qu'elle montra quelque chose que personne n'attendait. D'un geste rapide et fluide, la fillette prit 2 balles dans son sac et les lança simultanément. La première frappa le nez de l'homme maigre dans un craquement sec, le faisant chanceler en arrière, les mains sur le visage. La seconde ricocha contre le mur et toucha la nuque de l'homme gros, qui trébucha et s'écroula face contre terre. « Impossible !» murmura Thomas, toujours à genoux, observant la scène avec fascination et terreur. Le chef du groupe ramassa une pierre du sol, furieux. « Espèce de morveuse, tu vas le payer. » Il courut vers la fillette, mais elle était déjà prête. 3 balles volèrent en une parfaite séquence, l'une atteignit son ventre, l'autre son front, et la troisième son pied droit, le faisant trébucher et rouler sur l'asphalte comme une poupée de chiffon. Mais la fillette n'était pas seule. Comme surgis de l'ombre, d'autres enfants apparurent aux fenêtres des immeubles alentours, sur les toits bas, sortant de ruelles adjacentes. Tous portaient des balles, de petites pierres ou des lance-pierres improvisées. C'était comme si tout le quartier s'était mobilisé en quelques secondes. « C'est Luna qui nous a appelés !» cria un garçon d'environ 8 ans, apparaissant aux côtés de la fillette avec un lance-pierre à la main. Luna. Thomas grava ce nom dans sa mémoire en observant la petite chef organiser sa troupe improvisée avec des gestes précis. Elle désigna différentes directions, et les enfants se positionnèrent stratégiquement, encerclant les 3 criminels qui semblaient maintenant dérasaculés. « Vous avez 10 secondes pour quitter notre quartier et ne jamais revenir, » dit Luna, sa voix chargée d'une autorité qui fit reculer les hommes adultes. « Si je vous revois par ici, je ne serai pas aussi gentille. » Les 3 criminels se regardèrent, blessés et humiliés. Le chef cracha du sang au sol, fixa la fillette avec un mélange de rage et de respect, puis fit signe à ses complices. « Ce n'est pas fini, gamine. »« Si, c'est fini, » répondit Luna en levant une autre balle dans sa main droite. « Et si vous ne partez pas en courant maintenant, vous découvrirez que ma précision est encore meilleure quand je suis en colère. » Les hommes s'enfuirent en trébuchant les uns sur les autres, disparaissant dans l'obscurité de la nuit comme les lâches qu'ils avaient toujours été. Les enfants éclatèrent en cris de victoire, mais Luna resta sérieuse, marchant vers Thomas qui était toujours au sol, la regardant avec une expression de pur étonnement. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle, tendant sa petite main pour l'aider à se relever. Thomas accepta son aide, se sentant plus petit que jamais face à cet enfant extraordinaire. Lorsqu'il se remit debout, une seule question brûlait dans son esprit. Une question qui allait tout changer pour toujours. Si vous aimez cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque détail de ce voyage qui va transformer 2 vies à jamais. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda Thomas, essuyant le sang de son visage avec un mouchoir coûteux qui paraissait maintenant ridiculement inapproprié pour la situation. Luna l'observa avec des yeux qui semblaient porter la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé. Parce que c'était la bonne chose à faire. Peu importe qui vous êtes. Elle fit une pause, inclinant la tête. « Mais je sais exactement qui vous êtes, monsieur Richardson. »
Le milliardaire sentit un frisson dans son dos. Comment une enfant de 6 ans connaissait-elle son nom? Il regarda autour de lui, remarquant que les autres enfants avaient disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, le laissant seul avec sa petite sauveteuse dans la ruelle sombre. « Vous avez fermé l'usine où travaillait mon père », continua Luna, sa voix restant calme malgré la gravité des mots. 300 familles ont tout perdu du jour au lendemain. La mienne en faisait partie. Thomas avala difficilement. La décision de fermer la métallurgique centrale avait été purement financière. Les chiffres ne mentaient pas, les profits s'effondraient. Mais maintenant, regardant cet enfant courageux qui venait de lui sauver la vie, les chiffres semblaient froids et cruels. Alors pourquoi? Commença-t-il à demander, mais Luna l'interrompit. Parce que ces hommes avaient tort. La violence ne résout jamais rien. Elle se baissa et commença à ramasser les balles éparpillées sur le sol. Ma grand-mère dit toujours que la vengeance est comme un poison. Elle tue d'abord celui qui la boit. Thomas observa la fillette en silence, fasciné par sa maturité. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement du courage. C'était un leadership naturel, le genre qui ne peut ni s'enseigner ni s'acheter. « Comment as-tu appris à lancer comme ça » demanda-t-il, sincèrement curieux. Luna sourit pour la première fois, et son visage s'illumina comme le soleil levant. « Je m'entraîne tous les jours. Nous n'avons pas de jeux vidéo ni de jouets coûteux ici, alors on invente notre propre amusement. » Elle prit une balle bleue et la fit rebondir sur le sol avec une précision mathématique. « Tu veux savoir un secret ?» Thomas acquiesça, hypnotisé par la manière dont la balle revenait parfaitement dans sa main à chaque rebond. « Je peux atteindre n'importe quelle cible à 20 mètres. Des boîtes, des bouteilles, même une pièce qui vole. » Ses yeux brillèrent d'une fierté innocente. « Les autres enfants m'appellent la reine des balles. » Soudain, une voix grave résonna dans la ruelle. « Luna, où es-tu, petite ?» Le sourire de la fillette disparut instantanément, remplacé par une expression d'inquiétude. « C'est ma grand-mère. Elle doit s'inquiéter. » Luna regarda Thomas avec une gravité renouvelée. « Monsieur Richardson, puis-je vous demander quelque chose ?»« N'importe quoi, » répondit-il sans hésiter. « Ne parlez à personne de ce qui s'est passé ce soir. Les gens d'ici souffrent déjà suffisamment sans que la police vienne poser plus de questions. » Elle fit une pause, ses yeux devenant encore plus intenses. « Et si vous voulez vraiment faire la bonne chose, peut-être devriez-vous penser à aider les familles qui ont perdu leur emploi au lieu de simplement construire plus d'immeubles pour les riches. » Thomas resta bouche bée. Une enfant de 6 ans était en train de donner des conseils d'affaires à un homme qui manœuvrait des milliards. Et le plus surprenant, elle avait raison. « Luna. » La voix de la grand-mère se rapprochait. « Je dois y aller, » dit la fillette, commençant à s'éloigner. « Prenez soin de vous, monsieur Richardson. Et souvenez-vous, parfois, les plus grandes leçons viennent des plus petits professeurs. » Elle disparut dans l'obscurité, laissant Thomas seul avec ses pensées et une sensation étrange dans la poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentait petit, pas à cause de l'argent ou du pouvoir, mais à cause de l'humanité qu'il avait perdue en chemin. Alors qu'il marchait de nouveau vers la rue principale, où son chauffeur devait certainement le chercher désespérément, Thomas ne pouvait pas enlever Luna de sa tête. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur le leadership, la vie et ce qui importait réellement. 3 jours plus tard, Thomas était dans son bureau au 40 étage, mais il ne pouvait pas se concentrer sur les rapports financiers. Chaque fois qu'il regardait par la fenêtre panoramique sur la ville en contrebas, il pensait à la ruelle sombre où une fillette de 6 ans avait changé sa perspective du monde. Il prit le téléphone et appela son assistant. « David, je veux que vous fassiez une enquête complète sur la métallurgique centrale. Je veux connaître le nom de chaque employé licencié, où il se trouve maintenant, et la situation de leur famille. »« Monsieur, puis-je demander pourquoi ?» Thomas hésita. Comment expliquer qu'un enfant l'avait fait remettre en question des décennies de décisions d'affaires? « Disons que j'ai reçu une consultation très précieuse récemment. » Cette nuit-là, Thomas retourna dans le quartier. Pas dans la ruelle où tout s'était passé, mais dans la rue principale, observant de loin. Il vit Luna jouer avec d'autres enfants dans un terrain vague, organisant des jeux improvisés avec une autorité naturelle qui faisait que tous la suivaient sans question. Là se trouvait la réponse à une question qu'il ne savait même pas qu'il se posait. Luna n'était pas seulement une enfant spéciale, elle était une leader née capable d'inspirer de vrais changements. Et Thomas, pour la première fois de sa vie, voulait faire partie de quelque chose de plus grand que les profits et les chiffres. Il ne savait juste pas encore que cette décision allait déclencher une chaîne d'événements qui transformerait non seulement leur vie, mais toute une communauté oubliée par la société. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit qui avait tout changé. Thomas ne parvenait pas à bien dormir, ne parvenait pas à se concentrer sur les affaires, et ne pouvait arrêter de penser à Luna.
Il avait visité le quartier toutes les nuits, toujours en observateur, étudiant la routine de la fillette et des autres enfants. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. Luna n'était pas seulement une enfant spéciale. Elle portait un fardeau impossible pour quelqu'un de son âge. Chaque après-midi, après l'école précaire, elle s'occupait de 6 autres enfants plus jeunes pendant que les parents travaillaient. Elle organisait des jeux, réglait des conflits, et partageait même sa petite collation avec ceux qui n'avaient rien à manger. Mais il y avait autre chose de plus intrigant. Luna entraînait les autres enfants. Thomas observait, caché derrière une voiture abandonnée, tandis qu'elle enseignait des techniques de lancer à un groupe de garçons. Elle avait fabriqué des cibles avec de vieilles boîtes, organisait des compétitions, et mettait en place des exercices d'une précision presque militaire. « Pourquoi fait-elle ça » murmura Thomas pour lui-même, ajustant ses lunettes pour mieux voir. La réponse vint cette même nuit, lorsqu'il fut témoin de quelque chose qui le laissa sans voix. Les 3 criminels qui avaient tenté de l'attaquer revinrent au quartier, mais cette fois avec des renforts. 7 hommes armés, clairement à la recherche de Luna. « Où est cette gamine » hurla le chef, donnant un coup de pied dans des poubelles. Personne ne nous humilie et se permet de se vanter ensuite. Le cœur de Thomas s'accéléra. Il sortit son téléphone pour appeler la police, mais s'arrêta en voyant Luna apparaître au coin de la rue. Elle n'était pas seule. 12 enfants la suivaient, tous portant des sacs remplis de balles et de petites pierres. « Je vous avais dit de ne pas revenir », déclara Luna, sa voix résonnant dans la rue vide avec une autorité qui fit hésiter les hommes. Le chef rit, mais Thomas perçut une nervosité dans ce rire. « Maintenant nous sommes 7, petites. Tu crois que tes petites balles colorées vont encore nous effrayer ?» Luna fit un geste presque imperceptible de la main droite. Immédiatement, les enfants se dispersèrent, se positionnant à des endroits stratégiques, derrière des voitures, au coin des rues, même sur les toits bas. En moins de 10 secondes, ils avaient complètement encerclé les criminels. « Je ne veux pas vous faire du mal », dit Luna en sortant une balle rouge de son sac. « Mais si vous ne partez pas maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai appris ces 2 dernières semaines. » C'est alors que Thomas comprit. Luna ne jouait pas seulement, elle formait une armée. Ses enfants se mouvaient comme des soldats entraînés, chacun connaissant exactement sa position et sa fonction. La fillette avait transformé un groupe de gamins des rues en une force organisée et efficace. Le premier criminel fit l'erreur de sortir une arme. Instantanément, 15 balles s'abattirent de directions différentes, le frappant avec une précision qui fit tousser Thomas. L'homme tomba à terre, gémissant de douleur, tandis que l'arme glissa hors de sa portée. « Attrapez-les » cria le chef, mais il était déjà trop tard. Ce qui suivit fut le spectacle de coordination le plus impressionnant que Thomas ait jamais vu. Les enfants attaquèrent en vagues organisées, d'abord un groupe de 4, puis 3 à l'arrière, et enfin le reste encerclant les criminels blessés. Il n'y eut ni violence gratuite ni vengeance, seulement des mouvements calculés et efficaces qui neutralisèrent la menace en moins de 3 minutes. Quand tout fut terminé, les 7 criminels gisaient au sol, blessés mais vivants, suppliant que les enfants les laissent partir. Luna s'avança vers le chef, qui la regardait désormais avec une peur véritable. « Dernière chance, » dit-elle, sa voix froide comme la glace. « Quittez notre communauté et ne revenez jamais. Si j'apprends que vous embêtez encore une famille d'ici, vous verrez un autre côté de moi que je préfère garder caché. » Les hommes s'enfuirent en titubant, et Thomas sut qu'ils ne reviendraient plus jamais. Ils avaient été vaincus non seulement physiquement, mais psychologiquement, par une enfant qui possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un leadership absolu. Après la dispersion, Thomas sortit de sa cachette. Luna était seule à ramasser les balles éparpillées sur le sol. Elle le vit s'approcher et ne sembla pas surprise. « Depuis combien de temps vous m'observez » demanda-t-elle, sans lever les yeux. « 2 semaines, avoua Thomas, se sentant comme un enfant pris en faute. Luna cessa de ramasser les balles et le regarda. « Pourquoi » Thomas prit une profonde inspiration. Il était temps d'être honnête. « Parce que tu m'as sauvé, mais plus encore. Tu m'as montré quelque chose que j'avais perdu. Le courage. Le vrai leadership. Un sens. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je veux aider toi et ses enfants. »« Aider comment » demanda Luna, méfiante. « En construisant quelque chose de permanent. Un endroit où vous pourrez vous entraîner, étudier, grandir. Une vraie équipe. » Thomas ressentit une excitation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. « Je veux créer quelque chose qui changera la vie de toute cette communauté. » Luna resta silencieuse longuement, scrutant son visage. Finalement, elle parla. « Et qu'est-ce que vous y gagnez, monsieur ?» La question frappa Thomas comme un coup au ventre. Elle n'avait que 6 ans, mais elle avait déjà appris à se méfier des cadeaux sans contrepartie. « Peut-être, dit-il lentement,
que je gagnerais quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une chance de faire une vraie différence. Luna acquiesça, comme si elle venait de tirer une conclusion importante. Alors parlons. Mais il y a des règles, monsieur Richardson. Et si vous en cassez une seule, notre accord prend fin sur le champ. Première règle, dit Luna, croisant ses petits bras avec une autorité qui ferait reculer n'importe quel cadre. Vous ne viendrez pas ici avec vos vêtements chers et commencer à donner des ordres à tout le monde. Si vous voulez notre confiance, vous devrez la mériter. Thomas hocha la tête, attendant la prochaine condition. Deuxième règle, pas de charité. Nous ne voulons pas de mendicité, nous voulons des opportunités. Ses yeux sombres brillaient de détermination. Troisième règle, les enfants d'ici décident avec vous. Nous ne sommes pas un projet social, nous sommes des partenaires. Compris, répondit Thomas, impressionné par la maturité de la fillette. Et la quatrième règle. Luna hésita pour la première fois, montrant son âge réel. Vous devez prouver que vous ne partirez pas quand les choses deviendront difficiles. Mon père faisait aussi des promesses. La douleur dans sa voix frappa Thomas comme une flèche. Où est ton père maintenant? Il a disparu après avoir perdu son travail. Il a dit qu'il irait chercher du travail dans une autre ville, mais c'était il y a 8 mois. Luna se moucha dans le dos de la main. Maman travaille comme femme de ménage dans 3 maisons différentes. Je m'occupe de ma petite sœur et des autres enfants. Thomas sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cet enfant extraordinaire portait des responsabilités qui détruiraient des adultes. Luna, je promets que je ne vous abandonnerai pas. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. 6 mois plus tard, le terrain vague avait été transformé en quelque chose de magique. Thomas avait acheté l'espace et construit un centre communautaire avec des terrains de sport, des salles de classe et même une petite bibliothèque. Le projet officiel s'appelait Institut Futur Brillant, mais les enfants l'avaient surnommé affectueusement la forteresse de Luna. La fillette était devenue une véritable leader communautaire, organisant non seulement des entraînements sportifs, mais aussi des groupes d'études, des campagnes de nettoyage du quartier, et même un programme où les enfants plus âgés aidaient les plus jeunes avec leurs devoirs. Thomas venait tous les jours, non plus en milliardaire dans son costume impeccable, mais comme Monsieur Tom, l'homme qui enseignait les bases des mathématiques et écoutait les problèmes des enfants avec une patience infinie. Il avait découvert quelque chose de surprenant. Être mentor était plus gratifiant que de conclure n'importe quel marché millionnaire. Mais tout n'était pas parfait. La mairie commença à créer des obstacles bureaucratiques, alléguant des irrégularités dans la documentation. Les voisins se plaignaient du bruit des enfants jouant. Et il y avait des rumeurs selon lesquelles des entrepreneurs rivaux faisaient pression sur les autorités locales pour fermer le projet. Ce fut un jeudi après-midi que tout s'effondra. Thomas arriva à l'institut et trouva une foule en colère à la porte. Des parents criaient, des enfants pleuraient, et au centre de la confusion se tenait un officier de justice avec des documents en main. « Que se passe-t-il » demanda Thomas à Luna, qui tenait fermement la main de sa petite sœur. « Ils disent que vous avez menti » répondit Luna, sa voix tremblante de colère et de déception. « Ils disent que le terrain n'est pas à vous, que les papiers sont falsifiés, et que vous êtes un escroc qui nous utilisait pour nettoyer votre réputation. » Thomas sentit le monde tourner. Il courut vers l'officier de justice, qui lui remit une assignation. En lisant le document, son sang se glaça. Quelqu'un avait falsifié des documents montrant que l'achat du terrain était frauduleux, que les investissements dans le projet provenaient d'argent sale, et que Thomas Richardson était poursuivi pour multiples crimes financiers. « C'est faux !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Luna s'approcha de lui, des larmes coulant sur son visage. « Ma grand-mère avait raison. Elle disait que les hommes riches comme vous n'apparaissent ici que lorsqu'ils veulent quelque chose. » Sa voix était chargée d'une tristesse déchirante. « J'ai vraiment cru que vous étiez différent. »« Luna, je jure sur ma vie que c'est un montage. » Thomas tenta de s'approcher, mais elle recula. « Comment peut-on vous faire confiance maintenant? Les enfants sont humiliés à l'école, nos parents sont interrogés par la police, et tout le monde dit que nous avons été utilisés. » Luna essuya ses larmes avec colère. « Vous aviez dit que vous ne nous abandonneriez pas, mais regardez ce qui s'est passé. » À ce moment-là, Thomas comprit la véritable ampleur de la conspiration contre lui. Quelqu'un avait soigneusement planifié sa destruction, sachant que s'attaquer au projet signifiait s'attaquer à sa nouvelle raison de vivre. Mais qui? Et pourquoi? La réponse vint 2 heures plus tard, alors qu'il était dans son bureau, essayant de comprendre les documents falsifiés. Sa secrétaire entra précipitamment avec un appel urgent. « Monsieur Richardson, c'est le maire à l'appareil. Il dit qu'il a une proposition pour résoudre votre situation. » Thomas décrocha, les mains tremblantes. La voix du maire sonnait fausse et mielleuse. « Tom,
quelle situation désagréable, n'est-ce pas? Mais j'ai de bonnes nouvelles. Je peux faire disparaître ces problèmes légaux dès aujourd'hui. En échange de quoi? Demanda Thomas, sachant déjà la réponse. Simple. Vous signez les documents transférant ce terrain à la mairie. Nous avons prévu d'y construire un centre commercial. Beaucoup plus rentable pour la ville qu'un petit projet social. La colère que ressentit Thomas à ce moment fut différente de tout ce qu'il avait déjà connu. Ce n'était pas de la colère pour le chantage. C'était de la colère pour avoir échoué envers Luna et les enfants qui lui avaient fait confiance. « Et si je refuse ?» demanda-t-il froidement. Alors demain, les journaux publieront un article très intéressant sur la manière dont Thomas Richardson a utilisé des enfants pauvres pour blanchir de l'argent sale. Votre réputation, votre entreprise, tout s'effondrera. Ah, et ces enfants? Ils apprendront une leçon très précieuse sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes. Thomas raccrocha et resta 5 minutes en silence absolu. Puis, pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un sourire froid et calculateur que ses concurrents connaissaient très bien. Il était temps de rappeler à tous pourquoi Thomas Richardson était devenu l'homme le plus puissant de la ville. Et cette fois, il ne se battait pas seulement pour de l'argent, il se battait pour la seule chose qui comptait vraiment. Thomas travailla pendant 72 heures d'affilée. Il mobilisa ses meilleurs avocats, engagea des détectives privés et utilisa toutes les connexions qu'il avait construites au cours de décennies d'affaires. Mais ce n'était pas seulement son équipe professionnelle qui travaillait, quelque chose de beaucoup plus puissant était en mouvement. Le lundi matin, une foule se rassembla devant la mairie. Il ne s'agissait pas seulement des enfants du projet, il y avait des dizaines de familles, des commerçants locaux, des enseignants et même des habitants des quartiers voisins. Au centre de la foule, portant une banderole indiquant « Justice pour Luna et nos enfants », se tenait la fillette elle-même. Elle avait découvert la vérité par elle-même. « Comment as-tu su » demanda Thomas, s'approchant d'elle parmi la foule. Luna le regarda avec ses yeux sages qui l'impressionnaient toujours. « Ma grand-mère travaille comme femme de ménage à la mairie depuis 15 ans. Elle a entendu la conversation du maire avec les entrepreneurs du centre commercial. » Elle fit une pause, sa voix chargée d'une détermination de fer. « Ils ont ri, monsieur Tom. » Riant de la facilité avec laquelle ils pensaient pouvoir nous tromper. Thomas ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Fierté que Luna ait découvert la vérité seule, tristesse qu'elle doive grandir si vite dans un monde rempli de trahison. « Me pardonnes-tu d'avoir douté de toi ?» demanda Luna, sa voix petite pour la première fois depuis des mois. « Il n'y a rien à pardonner, » répondit Thomas en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Tu as agi exactement comme une véritable leader doit agir, en protégeant ton peuple jusqu'à avoir la certitude de la vérité. » À ce moment-là, les portes de la mairie s'ouvrirent. Le maire sortit avec une expression confiante, s'attendant clairement à ne trouver que Thomas pour une négociation privée. Son visage pâlit en voyant la foule, les caméras de télévision et les journalistes que Thomas avait convoqués. « Maire Santos, » dit Thomas assez fort pour que tout le monde entende. « Je viens accepter votre proposition publiquement. » Le maire força un sourire nerveux. « Monsieur Richardson, je pense que nous devrions parler en privé. »« Il n'y a pas besoin, » répondit Thomas, sortant un enregistreur de sa poche. « Après tout, des offres aussi généreuses doivent être partagées avec tous les citoyens. » Ce qui suivit fut 43 minutes de l'enregistrement le plus compromettant de l'histoire politique locale. La voix du maire résonna sur la place, admettant le chantage, confessant la falsification de documents et révélant les noms des entrepreneurs impliqués dans le projet du centre commercial. Quand l'enregistrement se termina, le silence fut assourdissant. Puis, lentement, Luna commença à applaudir. Une par une, les autres enfants se joignirent à elle, puis les adultes, jusqu'à ce que toute la place explose en applaudissements et en cris de justice. Le maire tenta de s'enfuir, mais fut encerclé par les journalistes et par la population elle-même. En quelques heures, il avait démissionné de son poste, et les enquêtes sur la corruption étaient lancées. 3 mois plus tard, Thomas assistait à l'inauguration officielle du Centre communautaire Luna, un complexe 3 fois plus grand que le projet original, financé non seulement par lui, mais aussi par des dons venus de toute la ville, inspirés par l'histoire de la courageuse fillette. Luna, maintenant âgée de 7 ans, s'adressait à une audience de 200 personnes avec la confiance d'une politicienne expérimentée. « Cet endroit n'est pas seulement à nous, » dit-elle, sa voix claire résonnant dans le micro. « Il appartient à chaque enfant qui a besoin d'un endroit sûr pour rêver, apprendre et grandir. » Thomas observait depuis le fond de la foule, les larmes coulant sur son visage. La fillette qu'il avait sauvée physiquement dans cette ruelle sombre avait accompli quelque chose de bien plus important. Elle l'avait sauvée émotionnellement, lui montrant que le véritable succès ne se mesurait pas en argent, mais en vie transformée. Après la cérémonie, Luna courut vers lui. « Monsieur Tom,
puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi, petite leader. Quand je serai grande et que je deviendrai présidente, dit-elle avec un sérieux absolu, voulez-vous être mon conseiller? Thomas rit, mais il y avait une vérité derrière sa question. Luna avait vraiment le potentiel pour atteindre n'importe où elle le voulait. Ce serait un honneur, Luna. Mais je suis sûr que quand tu y arriveras, tu n'auras besoin des conseils de personne. Elle sourit de ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Tout leader a besoin de personnes en qui il a confiance. Et moi, j'ai confiance en vous. 5 ans passèrent. Le centre communautaire Luna devint un modèle pour des projets similaires à travers tout le pays. Luna, maintenant âgée de 12 ans, avait créé un réseau de centres pour jeunes s'étendant sur cet état. Thomas avait vendu la moitié de son entreprise pour financer cette expansion et ne s'était jamais senti aussi riche de toute sa vie. La fillette qu'il avait un jour sauvée de 3 criminels avec des balles colorées avait grandi et était devenue exactement ce qu'il avait toujours su qu'elle deviendrait, une leader capable de changer le monde. Et Thomas avait appris la leçon la plus précieuse de sa vie. Parfois, être sauvé signifie trouver quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre. L'histoire de Luna et Thomas prouva que le courage n'a pas d'âge, que le véritable leadership vient du cœur, et que les plus grandes transformations commencent par de petits actes de bonté entre des personnes qui se soucient les unes des autres. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant comment des gens ordinaires peuvent faire une différence extraordinaire dans le monde.